C'est véridique et authentique que son information. Disons que cette espèce d'accord cadre entre les États-Unis et l'Iran a été mis à rude épreuve au cours de la fin de semaine. C'était très fragile. On a malgré tout commencé certains pourparlers, même si, encore une fois, il y avait énormément d'incertitudes entourant le détroit d'Ormuz. Georges Mercier est analyste et doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de Sciences Po Paris à l'Université de Montréal. Salut, Georges. Salut, Alex. Hey, honnêtement, là, tu sais, on regarde ça pratiquement comme un feuilleton, c'est-à-dire qu'on va de rebondissement en rebondissement. Ça commence vendredi, quand les négociations, finalement, étaient repoussées. Là, tu te dis, bon, ça y est, on est reparti pour un autre tour de grande roue. Et là, ça se passait pas comme on le pensait, si bien qu'Ormuz a été fermé, même temporairement, par les Iraniens. Mais justement, on ne sait pas si Hormuz a véritablement été fermé, parce que samedi, les Iraniens nous disent, en raison des attaques d'Israël contre le Hezbollah au Liban, on referme le détroit. Au même moment, la marine américaine nous dit il est toujours ouvert et des bateaux continueraient d'y passer. En fait, ce qui est intéressant dans ces négociations-là, c'est que de plus en plus, les Iraniens et les autres négociateurs semblent de moins en moins prendre au sérieux ce que Donald Trump dit. Et les déclarations intempestives et qui sortent tout souvent de nulle part de Donald Trump étaient un frein aux négociations. Si des deux côtés, on apprend à moins écouter le président américain, peut-être que les choses peuvent aller de l'avant. Là, ce qu'on apprend de ce qui s'est dit hier, c'est qu'on se serait mis d'accord sur un système pour mieux gérer la navigation dans le détroit, ce qui était le principal objectif, et aussi sur une cellule de crise pour monitorer ce qui se passe au Liban. Et ça, c'est intéressant, parce que ça nous dit que les Iraniens et les Américains comprennent que la situation libanaise, il y a deux acteurs. Il y a les Israéliens et le Hezbollah. Et ça dépend qui relance les hostilités. Et donc, si on a une cellule pour observer ça, peut-être qu'on va pouvoir gérer ce qui se passe là-bas de manière plus rationnelle et ne pas faire capoter les négociations dès lors que les échanges de coups de feu entre les deux parties. Point positif. Deuxième point positif, c'est J.D. Vance, qui était en Suisse pour négocier avec les Iraniens. Et J.D. Vance, il a 41 ans ou à peu près. Il joue sa carrière politique avec cet accord-là. Lui a un immense intérêt à ce que ça fonctionne dans un contexte où ça passe mal aux États-Unis. Donc, si on a un responsable du côté américain qui vraiment sait qu'il y joue sa réputation, peut-être qu'on a un intérêt plus grand à faire fonctionner les choses. Parce que dans le cas de J.D. Vance, à la base, c'était pas celui qui était le plus chaud à aller se mettre les deux pieds en Iran, là. C'était pas un grand fan de ce mouvement-là. Mais, on a beau dire, oui, effectivement, que J.D. Vance, lui, qui a des aspirations à la présidence, c'est pas un secret non plus. Mais Trump, lui, voit ça un peu différemment. Lui, il dit, regarde, si ça marche, c'est grâce à moi. Ouais. Et si ça marche pas, ça va être la faute de J.D. Vance. Non, mais comme on se disait la semaine dernière, il y a quelque chose de très cruel là-dedans, d'aller envoyer la personne qui ne voulait pas aller en Iran. Ça. De l'autre côté, c'est peut-être un bon choix parce que J.D. Vance conserve une forme de crédibilité auprès de toute une branche du mouvement MAGA qui est plus isolationniste, moins pro-Israël. Donc, c'est lui qu'on envoie, c'est peut-être une branche d'Olivier qu'on envoie à ces gens-là pour tenter de maintenir la coalition qui a permis au président Trump de rester au pouvoir. Et je répète que J.D. Vance, lui, a un intérêt très fort à satisfaire ces gens-là pour conserver sa stature aux États-Unis. Il y a quand même, en tout cas, à mon avis, deux variables qui risquent de faire capoter ces négociations-là. Trump lui-même, on l'a vu en fin de semaine, il n'a pas pu s'en empêcher. Là, les pouces, il démangeait, là, puis là, il fallait qu'il mette son grain de sel. Il fallait qu'il envoie un message sur Truth. Les Iraniens ont vu ça, ils se sont levés, ils sont partis. Puis là, tu as Benjamin Netanyahou. Tu sais, puis là, on s'entend, là, c'est entre Israël puis le Liban, là. Mais est-ce que ça, on a l'impression que ça n'arrête pas, que c'est une espèce de poudrière? Comment tu vois la suite des choses, toi, puis au niveau de la collaboration de Benjamin Netanyahou? Trump se vante à dire, regarde, il me respecte, il fait ce que je lui demande. Pourtant, quand on regarde les gestes puis ce qui se passe, pas du tout ce qu'on voit. Là. Mais là, on a des signes encourageants quand même du côté d'Israël parce que l'armée israélienne aurait annoncé qu'on levait les suspensions ou les restrictions de mouvement dans le nord d'Israël. Parce qu'il y a beaucoup de populations israéliennes qui sont déplacées du nord d'Israël en raison des tirs du Hezbollah. Si les Israéliens annoncent qu'on suspend les restrictions, ça veut dire qu'ils se préparent eux-mêmes à une normalisation de la situation là-bas. Le gros problème avec l'accord iranien, là, c'est que le Hezbollah, ce n'est pas le gouvernement libanais. D'accord? Le Hezbollah, c'est un groupe
militants qui opèrent sur le territoire du Liban. Le gouvernement libanais veut se débarrasser du Hezbollah et le désarmer, mais le gouvernement libanais a moins d'armes que ce groupe militant-là. S'il n'y a pas une coalition internationale, ou même une coalition des pays arabes qui entrerait au Liban pour désarmer le Hezbollah, ce groupe-là va demeurer une écharpe dans le pied des négociations. Voilà. Et de l'autre côté, on a aussi l'Iran qui revendique le droit de financer cette milice-là au Liban, qui revendique le droit de s'ingérer dans la politique du Liban. Tant et aussi longtemps qu'on n'arrive pas à couper le lien entre le Hezbollah et l'Iran, ça va demeurer un problème dans les négociations. L'autre grosse nouvelle sur la scène internationale ce matin, Georges, c'est la démission de Keir Starmer, premier ministre du Royaume-Uni. La pression était très, très forte sur lui là, dans les derniers mois, dans les dernières semaines, pour qu'il parte. Explique-nous d'abord là, la genèse de tout ça. Là. Pourquoi Starmer, c'était devenu inévitable, sa démission? En fait, ce qui est curieux, c'est que ce n'était pas inévitable comme démission, parce qu'il y a moins de 2 ans, Keir Starmer remporte une victoire historique du Labour. Le Labour, c'est le parti historiquement de la gauche institutionnelle britannique. Et ils obtiennent une super majorité. Donc, théoriquement, dans un système parlementaire, ils avaient les coups des franges pour mettre en place des réformes ou des politiques qui auraient pu régler les problèmes des Anglais ou commencer à les régler. Il ne parvient pas à le faire. Il gouverne de manière trop molle, selon certains. Les électeurs se retournent contre lui et commencent à soutenir de manière assez forte le parti Reform UK de Nigel Farage, qui est beaucoup plus à droite que même les conservateurs. Et c'est Reform UK qui trône au sommet des sondages aujourd'hui. Donc, les membres du Parti travailliste, craignant pour la prochaine élection, ayant peur de perdre leur job, commencent à se retourner contre Keir Starmer, si bien qu'à un moment, vous avez 100 députés travaillistes qui disent clairement qu'ils veulent qu'il s'en aille. Et là, au même moment, vous avez un homme dans le nord de l'Angleterre, M. Andy Burnham, qui est le maire de Manchester, qui est la seconde agglomération urbaine de l'Angleterre, qui commence à acquérir beaucoup plus de popularité et qui fait savoir qu'il va challenger Keir Starmer pour être le prochain premier ministre. Donc, beaucoup de pression sur Starmer, qui annonce aujourd'hui qu'il va quitter en septembre. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on dirait qu'on a un gouvernement qui avait beaucoup de pouvoir ou beaucoup de capacité d'action, qui a été pris par un contexte en Angleterre où depuis plusieurs décennies, vous avez une forme de déclin. Par exemple, les familles de classe moyenne anglaise sont en moyenne plus pauvres que les familles allemandes ou françaises. Il y a de graves problèmes avec l'immigration massive et où les Anglais n'ont toujours pas réussi à régler la question du Brexit, si bien qu'aujourd'hui, vous avez 60% des Anglais qui regrettent ce choix-là. Et donc, on blâme le gouvernement pour des causes structurelles auxquelles il ne parvient pas à s'attaquer. Et on se retrouve avec une situation bloquée où on ne cesse de changer de premier ministre parce qu'il y a une genre d'impuissance de la politique anglaise et une perception de déclin qui ne se résout pas. Oui, puis ajoutons à tout ça la variable aussi de la gestion du dossier Epstein. Là, ça aussi, c'est venu comme attiser un feu, une frustration. Mais c'est ça l'autre élément intéressant, c'est que Keir Starmer n'a pas commis de faute majeure. Il aurait nommé Peter Mandelson, qui était proche de Jeffrey Epstein, comme ambassadeur aux États-Unis. Bon, c'était un aide de camp qui lui avait suggéré cette nomination-là, mais il n'a pas fait une déclaration incendiaire, il ne s'est pas rendu coupable d'un acte criminel. C'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose qui pourrait provoquer normalement un déclin politique. C'est simplement qu'il a fait trop peu, trop tard, et ça ne satisfaisait pas les désirs de changement des électeurs. Merci, Georges. À bientôt. Salut.